même que les gendarmes. Elle a dit aux gendarmes, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis évanoui de plaisir. Et en plus, comme elle avait pris quelques kilos supplémentaires, voilà, et ça n'est tiré comme ça. Voilà ce que cet arbre était capable de faire. Et je peux vous dire que cet arbre existe encore. Hein? Vous pouvez le trouver au-dessus de Montfuron. Il est là. Et encore, juste à côté, 3 tombes. Celle d'Adhémar, d'Athénaïs et de Tasse, allongées côte à côte pour l'éternité. Même que dans cette truffière, il paraît qu'il y a encore des truffes. C'est pour ça que je ne vous dirai pas où c'est. Voilà ce qu'avait raconté ce grand-père à son petit-fils cet après-midi d'automne. Alors le grand-père s'est levé, a mis son chapeau, sa pipe, sa canne, et ils sont partis. Et arrivé devant la clairière, il a montré l'arbre. Et a dit, "Vé, regarde, Pichou, voilà cet arbre maléfique. C'est le plus grand là-bas. » Et là, le petit-fils a vu de jolies petites flammes bleues dans le chêne. Elle est morte. Ah non, crie Aimée et Flavie. Mais regardez-la, elle est violette, comme une betterave rouge, et elle ne respire pas. Alors la grand-mère l'attrape par les pieds et la secoue comme une montre qui vient de s'arrêter. Oh pute de mort, c'est une fille et tu voudrais nous la prendre? Ah mais non, mais tu vas voir. Et soudain, on entend un vagissement. Oh, elle ne crie pas comme font tous les bébés pour prendre la place qui lui revient, non. Elle vagit, elle glapit, doucement, comme si elle ne voulait pas gêner ou comme si elle voulait prendre la place qui lui revenait. Oh, on dirait un rat, dit Romain, le père. Ah, levez-la moi de devant, dit Marlène, la mère, qui ne voulait pas la voir. La mère, ou plutôt l'accouchée. Il faut vous dire que cette petite avait vu le jour et était le fruit d'un malentendu. En fait, ça s'était passé à la fête des Mours, avec grand bal et feu d'artifice.
Marlène rêvait de Telmon Chabassu, qui lui ne la voyait pas. Par contre, Romain, son frère, lui, désirait Marlène. Alors, par un tour de passe-passe et un billet d'eau glissé à la va-vite pendant le bal, Marlène croit que c'est Telmon qui lui a fixé rendez-vous à la fontaine des Lauriers. Elle est surprise de voir Romain. Et pourtant, le premier soir, elle se laisse embrasser. Et le deuxième, Marlène avait fait ses comptes. Mal, très mal. Et voilà le résultat. Enfin, cette petite, pour l'instant, on la pèse sur la balance pour les truffes. 1,5 livre. Vous vous rendez compte? 3/4 de kilo. Alors la grand-mère la prend dans ses bras et lui donne au bout d'un doigt 1, puis 2, puis 3 gouttes d'eau sucrée. Elle prend, elle prend, elle prend. Oh, ma belle caille! La tante et la grand-mère se regardent avec des yeux victorieux. Elle la couve jour et nuit avec des couvertures et des bouillottes et envoie le grand-père Florian lui chercher du lait d'ânesse parce que la mère Marlène ne peut pas et ne veut pas la nourrir. Et voilà, c'est dans ces circonstances que l'or voit le jour. En 1950, dans la famille Chabassu, à Éour. Mais au fait, vous connaissez peut-être pas Éour? Ça peut pas s'inventer, hein, Éour, c'est le bout du monde, ou en tout cas, son extrême bon. C'est un village des baronnies, proche de Cédron, oublié de tous, en fond de vallée. Le village, il est surplombé de collines, labourées par des balafres, portés comme des coups de griffe par l'eau et le vent. Le paysage est abrupt, chaotique, austère, aride. Les gens qui y vivent aiment ce pays, ça c'est sûr. Mais le craignent aussi, car un tel pays ne s'apprivoise pas. C'est lui qui vous façonne à son image. Dans la famille Chabassu, il y a le grand-père Florian, la grand-mère Flavie, le père Romain, le fils de la famille, et Marlène, la mère, la bru. Mais il y a aussi Aimée, la tante. Quand Marlène s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle qui a rêvé de partir le plus loin possible, se rend compte que les portes d'Éour viennent de se refermer sur elle. Elle en veut et en voudra toujours à cette petite qu'aucun remède de bonne femme n'a réussi à faire passer. Laure va grandir sans l'amour de sa mère. C'est Aimée, sa tante, et Flavie, la grand-mère, qui vont l'amarrer à la vie. Et la découverte du monde, elle va le faire à ses risques et périls, dès l'instant où elle se tient debout. Pourquoi? C'est simple. Ils sont tous trop occupés, avec le troupeau et le travaux des champs. Alors elle est souvent seule, sans surveillance. Et c'est comme ça qu'un jour, elle sort de la cour et se retrouve à l'orée du bois. À ce moment précis, le bouscatier est en train d'abattre un arbre, un chêne. L'arbre commence à vaciller quand il aperçoit une enfant minuscule en train de cueillir
une fraise vermeille juste sous la trajectoire qu'il a calculée pour la chute de l'arbre. Madonna d'un accidente! Il plonge en avant, tend les bras et attrape l'or avec ses grosses mains en douceur, comme un cueille une fleur. C'est la première fois, et la seule, pour longtemps encore, où l'or est à l'abri dans les bras d'un homme. L'or! L'or! Aimée affolée cherche l'or partout. N'ayez pas peur, elle n'a rien. Aimée et Séraphin le bouscatier sont face à face. Aimée est troublée par cet homme. Elle ne peut soutenir son regard une minute de plus. Elle attrape l'or par la main et tourne les talons. Il la regarde s'éloigner. Mais elle ne se retournera donc pas. En tout cas, à partir de ce jour, l'or accompagne sa tante partout où elle va. C'est comme ça que sur le chemin, elle croise une fille avec un troupeau. Mais on lui dit pas bonjour, la dame? Non. Mais pourquoi? Parce qu'on est fâché. Mais pourquoi? Parce que ça fait 300 ans que ça dure, c'est tout. Alors il est intrigué par cette fille à qui on ne dit pas bonjour et qui tient un objet qui l'absorbe tellement qu'elle passe son chemin sans les voir. Alors le soir même, elle prend le chemin qui mène à la maison des Philippot. Quand elle arrive sur le pas de leur porte, le Philippot, hargneux, reconnaît une chabassue et s'écrie « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, celle-là? C'est pas ta maison? Va-t'en !» « C'est pas vous que je viens voir, c'est elle. Ce matin, je t'ai vu, tu avais quelque chose à la main, je sais pas ce que c'est. » « C'est un livre, je lis des histoires. Alors je veux que tu m'apprennes à lire. » Romain appelle l'or partout, il la cherche et y apparaît dans l'encadrement de la porte. Un Philippot et un Chabassu se font face. Ils se télescopent contre 300 ans de haine rentrée. Elle veut lire, dit Aline. L'or est accrochée à la table, elle les regarde tous et attend sa leçon, sa première leçon, de pied ferme. Philippot et le Chabassu, désarçonnés, disent « Si elle veut !» Et c'est ainsi que prend fin la guerre froide entre les deux familles, même si le grand-père Florian fait mine de ne rien savoir. Cependant, il se dit que tout ça n'aurait pas été possible si la petite n'avait pas voulu apprendre à lire et même exiger à lire. Quelle picciota? Il pas grasse, mais vai, gnacchi de ding. N'en ferait un bastre. Quoi? Bergère? Aimée était folle de colère. Ah, sûrement pas. Envoyez-la d'abord à l'école. Je vais à l'école. Laure était folle de joie. Les portes des Our allaient pouvoir s'ouvrir toutes grandes devant elle. Ah. Cependant, l'institutrice avait beau avoir été élevée dans les principes de l'école laïque et impartiale, elle supporte très mal que sa propre fille ait de moins bons résultats que Laure, et ça, Laure va l'apprendre à ses dépens. Rien ne lui sera épargné. Pendant ce temps, le grand-père, lui, il regarde Aimée de travers. C'est la première fois que quelqu'un lui tient tête, à lui, le patriarche. Il voit bien qu'elle lui échappe. Il voit bien ses escapades avec Séraphin, le bouscatier. À quelle va il nous faire un pitchon.
voudriez pas que fuguesse un anqueo piemonteu, des bouscatiers. Alors il décide de la marier au riche maquignon du pays et charge l'or d'aller l'annoncer à Séraphin. Mais enfin, papé, aimer, elle l'aime, Séraphin. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Mais ça existe, je l'ai lu dans les livres. Au diable tes livres! Depuis que je suis petit, personne, tu entends, personne n'a prononcé ces mots dans cette maison et je te défends de le prononcer. L'amour et le bonheur, ce sont des distractions de riches. À ces mots, la grand-mère en profite pour dire à son mari ce qu'elle a sur le cœur depuis longtemps. Aspa vergogna, a me ce che fas tu, di refusata chat de se marida anacheu buscatier? Cum, de che vos dire, de che fou eu? Oh, has ben compris. Quand vas à la ragne, 12 cop per semana per un aveire ta particulière. Dis Belaurin, mais ici au pateuple. De segur que se causa ainsi, e justament és com aquò que fa Oliveira li causa. Bon, come vos? Mai aimé se maridara en aqueu maquignou. Va qui? Et Laure voit partir sa tante, adorée, celle qui l'a protégée depuis qu'elle était toute petite. Puis, c'est l'hiver 56. Hiver terrible, hiver glacial, hiver tragique, mais hiver glorieux. C'est l'année où l'on achète le tracteur. Le grand-père est fier. Il n'en peut plus de vanité satisfaite. Pensez donc, c'est le premier paysan du coin à posséder un tracteur. Toute la famille est en joie, excepté Flavie. La lassitude de la vie la gagne. Elle ne résistera pas à cet hiver terrible. Comme l'horloge qui s'arrête, la mort de la grand-mère apporte le silence autour de la table. Et oui, c'était elle le ciment de la famille. Elle qui écoutait. Elle qui reconstituait les bonheurs mis en miettes grâce à une soupe d'épeautre ou une flamme de caramel. L'été suivant, les bras manquent, il n'y a ni Flavie, ni Aimé. Alors le grand-père décide que cette fois, il est grand temps pour Laure d'apprendre à gouverner le troupeau. Pendant ce temps, Romain, lui, avec son tracteur, il se voit chef d'exploitation et décide de planter des lavandes. Dans l'air flotte un parfum de victoire. C'est la première fois de son histoire qu'un pré des Chabassus se transforme en terre cultivée. Le grand-père est fier. Pourtant, il est triste. Et finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas vivre sans Flavie. Alors, il perd ses forces et s'éteint doucement, la même année que la grand-mère. C'est Romain qui hérite de la ferme. C'est lui qui hérite de la ferme, car c'est lui qui travaille les terres. Et Laure aide du mieux qu'elle peut. Elle s'occupe du troupeau. Enfin, cela ne l'empêche pas d'être brillante à l'école, parce que les livres, elle les aime, elle les adore, et elle les dévore, tous,
avec gourmandise. Tant et si bien que Séraphin, qui a toujours eu un œil bienveillant pour cette pitchounette, à qui il a sauvé la vie, il voit bien qu'elle est vive, intelligente, curieuse. Et surtout qu'elle voit ce que les autres ne voient pas ou ne veulent pas voir. Comme par exemple, tous les cerisiers d'un même champ, tous en fleurs au même moment, un beau matin de printemps. Alors, il lui donne les glogues de Virgile. Tiens, dit-il, c'est les jésuites qui me l'ont donné. Je suis sûre qu'un jour tu pourras le lire. Laure est émerveillée et elle garde ce livre comme un trésor et comme un gage d'avenir et d'espoir. À 10 ans seulement, Laure devient femme, sans vraiment savoir ce qui lui arrive. Qui aurait pu lui expliquer les secrets de la vie? Ils sont tous trop occupés, au milieu de 300 hectares, où seul le vent parle. Alors, elle se dit que sans sa grand-mère et sans sa tante, elle va devoir affronter d'autres problèmes seule, sans secours. Et ça, elle le lit dans les yeux de Pierre, son petit compagnon de jeu, qui vient tous les étés et à qui elle apprend le nom des plantes et des animaux. Elle voit bien que le regard qu'il pose sur elle a changé, jusqu'au jour où, quelques années plus tard, il tente d'abuser d'elle. Elle se défend et il lui crie « Qu'est-ce que tu crois ?